Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire Bienveillir dans les petites villes de demain grâce à l'habitat partagé. Donc, l'on vous propose aujourd'hui pour l'heure qu'on va passer ensemble. Ce webinaire, donc, il est organisé par l'AVIS avec l'ANCT dans le cadre d'un partenariat autour du programme Petites villes de demain. Donc, je m'appelle Floriane Vernet et j'animerai ce webinaire pour la prochaine heure ensemble. Au niveau des consignes, avant de commencer, donc vous avez un chat que vous pouvez utiliser librement pour voilà, réagir, ajouter des commentaires et poser vos questions dans un autre outil qui est questions-réponses, donc Q et R, car un temps sera dédié à la fin du webinaire. On a prévu un bon quart d'heure pour pouvoir y répondre avec les intervenantes. Et je précise également que oui, le support sera envoyé et le replay sera disponible. Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous présente le programme qui va nous tenir sur cette session. Donc, on aura l'honneur d'avoir Emmanuelle Lebris, qui est directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'ANCT, qui fera un petit mot d'accueil juste après moi. La présentation de la vise et je vous ferai également un petit sondage en guise d'introduction et pour savoir un petit peu plus précisément qui vous êtes, parce que voilà, on n'a pour l'instant que vos noms. Et avant d'arriver sur les témoignages croisés, donc de Florence Delis-Lérard, qui est directrice chez Habitat des Possibles, et de Cécile Gouesset, j'espère que je le prononce bien, chargée de mission chez Habitage, pour justement partager leurs expériences autour des projets d'habitat partagé et solidaire en territoire rural. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une session de questions-réponses et un petit temps de conclusion où on vous partagera d'autres ressources à votre disposition. Je laisse donc tout de suite la parole à Emmanuelle. À vous. Merci beaucoup Floriane, merci à l'AVIS pour ce webinaire dont le format ressemble assez à ceux qu'on peut proposer dans le cadre du Club Petite Ville de demain et donc par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je ne vais pas faire très long, juste revenir sur le fait de l'importance de ces enjeux dans les petites villes de demain, ce qui nous a d'ailleurs amené à définir une démarche spécifique qu'on a appelée Bien vieillir dans les petites villes de demain, puisque quand on a essayé d'observer un petit peu le panorama démographique dans les collectivités, on s'est rendu compte que la part des personnes âgées de plus de 75 ans représentait 12,6% de la population dans nos petites villes de demain contre 9% France entière, ce qui voilà, a justifié que l'on s'attache que l'on ait un regard tout à fait particulier sur ces enjeux-là, qui nous a amené à mettre en place la démarche Bien vieillir dans les petites villes de demain, qui s'est notamment concrétisée par un appel à manifestation d'intérêt sur l'année 2022, coporté par la Banque des Territoires, la CNSA et la NCT, et qui a permis d'accompagner 116 projets en ingénierie pour accompagner l'émergence et le développement d'habitat inclusif dans les petites villes de demain. Donc, les enjeux sont majeurs. Ces 116 projets ne sont que la partie immergée de l'iceberg et les projections démographiques nous invitent vraiment à penser les petites villes pour aujourd'hui et pour demain, en prenant en compte les populations les plus fragiles, dont la population vieillissante. Un petit mot sur PVD et l'avancement du programme aujourd'hui dans les collectivités. La plupart des chefs de projet et des élus Petites Villes de demain ont passé une grande étape sur cette année 2023. Pour certaines, c'est un peu plus ancien, pour d'autres, c'est encore devant elles. C'est ce qu'on appelle la signature de la Convention cadre Petites Villes de demain, qui, après une phase en ingénierie et qui a permis aux collectivités de bénéficier d'un appui en ingénierie. Ça leur a permis de définir leur stratégie et leur plan d'action opérationnel. Donc, une fois cette convention signée, il s'agit maintenant voilà, de mettre en œuvre les actions qui ont été convenues localement et qui vont pour la plupart bénéficier d'un appui partenarial en ingénierie ou en financement. Je ne vais pas faire plus long, mais je suis ravie que l'AVIS continue sur la lancée de la démarche Bien vieillir dans les petites villes de demain pour voilà, valoriser un petit peu ce type d'initiative. Merci à nos témoignantes du jour et ravie de pouvoir voilà, vous redonner la parole, Floriane.
Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Je m'excuse pour les affichages un petit peu aléatoires. J'ai eu du mal à mettre le panorama comme il fallait. Avant d'enchaîner sur les témoignages, je voulais vous présenter très rapidement l'AVIS pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. Donc l'AVIS, c'est une association d'intérêt général qui, depuis 2002, travaille sur le développement de l'économie sociale et solidaire en France. Pour cela, on a plutôt quatre grandes missions qui sont d'outiller les porteurs de projets, mais aussi les accompagnateurs et autres parties prenantes pour s'emparer des aspects techniques de l'économie sociale et solidaire et mieux développer, accompagner ou soutenir des projets de l'économie sociale et solidaire partout en France. On anime des communautés d'accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les accompagnateurs à la création de projets comme les incubateurs, que ce soit les accompagnateurs qui sont plutôt sur la partie de consolidation des projets avec le dispositif local d'accompagnement, ou encore sur d'autres échelons comme le changement d'échelle, et puis sur des thématiques transverses, donc autour de l'évaluation d'impact social, etc. On développe des programmes d'accompagnement en fonction des besoins identifiés et en partenariat avec nos partenaires institutionnels, publics, privés. Et puis, on finance également le développement des entreprises de l'ESS via du Fonds social européen. Et donc, vis-à-vis de ça, je vous invite, si jamais ce n'est pas le cas, à éventuellement vous abonner à la newsletter de la VIS pour recevoir actualités, dernières ressources créées ou partagées et autres événements intéressants sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est dans le cadre de ces missions qu'on a initié effectivement un partenariat avec la NCT autour de Petites Villes de demain. Les objectifs étant à la fois de présenter aux bénéficiaires du programme les atouts de l'économie sociale et solidaire face aux enjeux qu'ils peuvent connaître sur leur territoire en termes de revitalisation. Donc, ça peut être l'enjeu de travailler sur des dynamiques d'économie circulaire et solidaire sur le territoire. Ça peut être l'enjeu de développer des lieux type tiers-lieux qui peuvent permettre de générer du lien social tout en favorisant des activités économiques locales, etc. Et de facto d'outiller les bénéficiaires du programme et de faciliter la mise en relation avec les accompagnateurs de projets que l'on connaît bien. Donc voilà, ça répond bien à l'objectif du webinaire d'aujourd'hui qu'on a axé sur le bien vieillir et plus particulièrement sur les projets d'habitat partagé et solidaire pour vous permettre d'avoir à la fois des exemples concrets de réponses et d'illustrer à travers les témoignages les différents leviers d'action que peuvent mobiliser les collectivités et autres parties prenantes sur les territoires. Juste avant de commencer les témoignages, je l'avais dit, on a lancé un petit sondage, donc je vous invite à y répondre assez rapidement. C'est vraiment pour apprendre à se connaître et savoir qui est là. J'espère que vous voyez bien affiché le sondage. Ça marche. Donc, est-ce que vous êtes plutôt élu ou technicien d'une collectivité, Petite Ville de demain? Est-ce que vous portez un projet d'habitat partagé sur ce territoire? Est-ce que vous accompagnez la création et le développement de projets ou autres? On redemande si vous êtes bien sur une petite ville de demain. Et les deux dernières questions, c'est plutôt sur votre niveau de connaissance à la fois sur l'habitat partagé. Est-ce que pour vous, c'est un mode d'hébergement que vous connaissez très bien, un peu ou pas du tout? Et l'économie sociale et solidaire, l'ESS, quand on en parle, c'est un sujet que vous maîtrisez, une notion floue. Vous en avez entendu parler, mais vous ne voyez pas tout à fait de quoi il s'agit, ou une totale découverte. Je laisse encore 30 secondes. Ok, quasiment tout le monde a répondu. Encore 3 secondes, je vois qu'il y a d'autres réponses. Ok, si je mets fin au sondage, normalement ça vous l'affiche. Je vais partager les résultats. Donc, c'est assez partagé, des élus, des porteurs de projets, pas mal d'accompagnateurs. Euh,
pas mal, 28% d'élus au Texien Petite Ville de demain, 20% de porteurs de projets et 52% autres ou ne savent pas. L'habitat partagé, la plupart savent un petit peu ce que c'est, donc c'est bien. Le webinaire va vous permettre d'aller creuser ce sujet et quand même 80% d'entre vous qui maîtrisez bien l'économie sociale et solidaire et d'autres ont une notion floue, donc pareil, ça va permettre d'incarner un petit peu des projets. Voilà. Donc aujourd'hui, on a pareil, l'honneur d'accueillir Florence Delis-Lérard, directrice d'Habitat des Possibles, et Cécile Gouezet, donc chargée de mission chez Habitage, qui vont pouvoir témoigner sur leur structure, leurs projets et vous présenter ce qu'il s'y passe. Donc Cécile et Florence, vous pouvez allumer vos micros. Donc bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter l'une et l'autre et puis présenter votre structure? Cécile, je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation, pour ce témoignage. Je suis toujours ravie de pouvoir présenter notre projet, surtout à un panel de personnes comme ça au niveau national. C'est super. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Cécile Boiset. Je travaille pour l'association Habitage. Donc, Habitage est né en Maine-et-Loire il y a 10 ans. C'est une association qui lutte contre la précarité des personnes âgées par le biais de l'habitat. Donc, on réalise des habitats seniors solidaires, donc des habitats partagés en milieu rural à partir de patrimoine délabré. On fait de la restauration de patrimoine. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, on a d'autres actions, une action de prévention, d'accompagnement des personnes âgées sur le territoire de Maine-et-Loire à la réflexion sur leur habitat. Et une troisième action de transmission de nos savoir-faire et de notre savoir-faire sur la création de ces habitats partagés, mais aussi un savoir-faire sur nos actions de prévention. Tout cela dans une dynamique de coopération, de participation citoyenne, parce que l'association est née d'un projet citoyen et bénévole. Voilà. Florence Delis-Lérard, moi je suis fondatrice et co-directrice de la coopérative Habitat des Possibles. Vous connaissez sans doute aussi une association qui s'appelle Territoire des Possibles. Donc les deux organisations ont été créées par des citoyens de notre territoire en Gironde, un petit peu en Lot-et-Garonne, mais surtout des Girondins. L'objectif, il était très simplement de voir comment est-ce qu'on pouvait réinventer d'autres manières de faire. On a un projet qui est ouvert. Et on a 4 projets en cours, dont 2 qui sont dans des petites villes de demain. Et aujourd'hui, je représente du coup une équipe de 4 salariés et d'une grosse vingtaine de bénévoles. Ok, merci. Est-ce que, pour continuer sur cette présentation, pour bien connaître, est-ce que vous pourriez partager ce que vous définissez comme habitat partagé et solidaire? Comment est-ce que vous caractérisez ce mode d'habitat? Florence ou Cécile? Je veux bien commencer. Je pense qu'on a des choses très similaires et tant mieux avec Habitat des Possibles. L'habitat partagé solidaire, pour nous, c'est pouvoir accueillir des personnes dans un nouveau logement où ils gardent toute leur liberté. Donc, c'est très important dans la conception. C'est le choix qui est au cœur de notre projet. Les personnes ont choisi de venir habiter dans ce lieu, mais ils ont leur liberté, leur appartement. Mais par contre, ils sont accompagnés. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous parce que justement, ils ne sont pas seuls. Ils vivent dans un espace où ils ont des espaces communs, mais aussi des personnes sur qui ils peuvent compter. Coordinatrices de maison, mais aussi tout plein de bénévoles. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un projet de maison, un projet de vie sociale de maison, mais aussi surtout un projet de vie sociale en lien avec le village. Et donc, créer du lien, c'est au cœur du projet, avec cette liberté, mais aussi vieillir en toute confiance. Voilà, ne pas, dans les fragilités qu'on peut voir dans le vieillissement, et avoir des personnes sur qui compter pour ce vieillissement, pour pouvoir être bien accompagné. Voilà. Quelques petits compléments. Je vois qu'il y a une question sur l'habitat inclusif. Donc, on va tout de suite se dire que l'habitat partagé et solidaire, ça n'a pas de réalité juridique. La réalité juridique qui est arrivée en cours de route dans l'histoire du mouvement, effectivement, en 2018, la loi est lancée, l'habitat inclusif. Le mouvement de l'habitat partagé, on va dire ça comme ça, il est beaucoup plus ancien.
Mais il est particulièrement actif. Il connaît une deuxième vague, on va dire, depuis 2015-2016. Donc, Habitage et Habitat des Possibles représentent un peu voilà, des acteurs de cette deuxième vague. Et vous voyez sans doute arriver à vos portes, j'ai envie de dire, la troisième vague. On ne doit plus dire vague, je pense, après le Covid, mais c'est pas grave. De porteurs de projets. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, dans la loi Elan, on a des fondamentaux qui définissent l'habitat partagé ou l'habitat inclusif comme étant un domicile de droit privé. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. On n'est pas dans des petits établissements médico-sociaux, on n'est pas dans un intermédiaire entre le domicile individuel et la maison de retraite, on est bien dans le droit privé avec des gens qui vont être massivement en location et qui doivent impérativement être décisionnaires de la façon dont ils vont vivre dans la maison. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas leur imposer quelques services que ce soit et qu'ils vont continuer à vivre comme à la maison, parce qu'ils sont à la maison et qui vont commencer par contre à ajouter des bénéfices que sont les temps partagés dans des espaces partagés. S'il n'y a pas d'espace partagé, ce n'est pas un habitat partagé. Mais après, l'intensité de ce partage, il est très variable d'un public à l'autre ou d'un territoire à l'autre. Et du coup, il y a des avantages et puis il y a évidemment des contraintes qui ont été très bien décrites par Cécile. Il faut aussi se mettre d'accord sur un projet, puis il faut continuer à le faire vivre. Donc moi, je repréciserai juste en complément qu'on est vraiment dans un mode de vie qui implique qu'il y ait une envie de partage. Donc attention simplement au fantasme il suffirait de mettre des retraités ou des personnes âgées ensemble pour que ça se passe bien. Attention au fantasme de la colocation qui correspond très peu aux attentes de ces publics-là. Et une particularité aussi sur l'habitat partagé et solidaire qu'on défend Habitage et Habitat des Possibles depuis l'origine, c'est les démarches participatives. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ensemble, il s'agit bien d'avoir des gens qui vont choisir leur type de logement et donc idéalement qui vont travailler sur le montage et la conception de ces logements-là et pas seulement aller chercher du locatif dans lequel ils vont se positionner. D'abord sur des gens qui vont chercher un mode de vie, si possible, qui vont pouvoir concevoir ce logement-là, mais qui ne sont pas simplement dans une recherche contrainte, mais d'abord dans une recherche désir. Merci. Puis vous allez pouvoir aussi par la suite préciser comment vous placez le curseur dans vos projets sur cette part de partager dans vos habitats collectifs et comment vous co-construisez les projets. Peut-être pour conclure un petit peu sur cette partie de présentation globale, vous faites toutes deux partie du réseau APA. Quand je dis toutes deux, donc Habitage et Habitat des Possibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur quel est ce réseau et quelle est sa mission? Oui, le réseau APA, effectivement, est le réseau APA, donc Habitat Partagé et Accompagné. C'est un réseau national qui a été fondé en 2017 par un certain nombre de porteurs de projets, dont nous sommes, hein, donc on est cofondateurs aussi les deux structures dont on parle aujourd'hui, et qui est encore aujourd'hui avec une gouvernance 100% composée de porteurs de projets issus de l'ESS et qui s'attache à une définition de l'habitat partagé et accompagné qui a inspiré la loi Elan. En grande partie, mais qui est un petit peu plus exigeante encore. Donc voilà, aujourd'hui, le réseau APA, il a une vocation très simple qui est de favoriser l'entraide entre les porteurs de projets. Ce sont des projets qu'il n'est pas simple de monter pour des raisons qu'on a commencé à effleurer, c'est-à-dire que si on veut faire du sur-mesure en lien avec les acteurs du territoire et surtout en lien avec les usagers et que ça continue à être vécu par les usagers, c'est pas du tout simple. Et donc, le facteur clé un des facteurs clés de succès pour que ces projets puissent émerger et perdurer, c'est évidemment qu'on puisse partager nos expériences entre porteurs de projets. Et du coup, au fil des années, notamment avec le soutien de l'AVIS d'ailleurs, à son démarrage, on a monté des programmes d'accompagnement des porteurs de projets que certainement quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est des programmes qu'on appelle 3D. On accompagne des promos qui s'appellent Défriche pour les jeunes pousses, Développe pour les porteurs de projets en cours et Déploie pour ceux qui sont lancés et qui souhaitent essaimer sur d'autres territoires. Et puis, plus globalement, évidemment, on participe très activement au plaidoyer et à toutes les mesures d'amélioration de l'écosystème, parce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai sujet de partage d'expérience pour qu'on puisse perdurer, mais il y a évidemment aussi un énorme sujet du cadre législatif et puis du cadre financier pour que ces projets puissent voir le jour et ne pas sortir à des loyers qui seraient en déconnexion totale avec les besoins des publics dont on parle. Merci pour cette présentation.
Donc à présent, pour bien comprendre vos activités, je vous ai demandé de pouvoir présenter aujourd'hui en particulier un projet que vous avez créé, accompagné. Et il serait intéressant que vous puissiez à cette occasion insister sur les spécificités de vos modes d'action et des projets qui ressortent pour bien comprendre justement le côté solidaire de ces habitats. Donc dans l'ordre qui... Cécile, vas-y. Cécile, tu commences. Merci. Alors, donc, je parlais des maisons habitage tout à l'heure. Donc, les maisons habitage, il y en a une qui est déjà ouverte depuis 5 ans sur une petite commune en Maine-et-Loire, comme je disais, au siège social de l'association, qui s'appelle Fontaine-Guérin. Mais la maison dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui va ouvrir dans 2 mois et demi maintenant, dans une autre commune de Maine-et-Loire. C'est important que je parle de cette maison aussi parce que c'est un projet qui a été soutenu par les petites villes de demain, dans le cadre d'un AMI qui avait été lancé octobre 2021. Madame Lebris parlait tout à l'heure des 116 projets aidés. Donc, l'ingénierie du projet de la maison habitage de Combré avait été aidée à hauteur de 15 000 € parce que Combré, dans la commune d'Ombré d'Anjou, donc petite ville de demain. La maison habitage de Combré, elle est née comment? Tout simplement, on est en fait, Habitage connaît des habitants de Combré qui s'intéressaient au projet d'habitage et ont mentionné voilà, on a lancé une petite perche en disant, vous savez, dans notre commune qui est assez dynamique, avec un bourg assez dynamique, on a une ruine qui est un ancien hôtel-restaurant qui est fermé depuis 80 ans. On ne sait pas quoi en faire, en fait, clairement, on n'a pas de programme dessus, c'est un privé qui le possède et on aimerait faire une maison habitage. Et faut savoir qu'avant de se lancer dans un projet comme celui-ci, effectivement, j'ai mis 2019, c'est la photo. 2018, c'était même la première idée qui a été lancée. Habitage ne se lance pas comme ça en disant super, on va faire une maison. Il y a vraiment une réflexion sur qui, sur le territoire, sur la commune, nous accompagne dans ce projet, qui veut porter le projet avec nous. Parce que c'est fondamental que les habitants soient engagés. Alors, il y a les habitants qui habiteront dans cette maison, mais surtout en premier lieu les habitants du village qui s'engagent vraiment dans cette grande aventure. C'est une grande aventure. Et donc, on est parti avec ces habitants dans la création d'abord, en tout cas, une étude d'implantation qui a été mise en place pour être sûr que financièrement, architecturalement et surtout socialement, cette maison a lieu d'être dans ce village. Donc, une étude d'implantation réalisée en 2020, 2019-2020, et puis des travaux, vous voyez, qui ont mis quelques années. Alors, on a eu le Covid en plus qui est passé par là. Pour aujourd'hui, une maison qui est composée de 6 appartements adaptés, 4 en rez-de-chaussée, 2 en étage, d'un jardin. Là, vous êtes sur le côté rue, donc vous avez le côté jardin, de l'autre côté un beau jardin sur lequel nous avons une salle commune, une ancienne grange en fait, qui a été restaurée en salle commune pour les habitants, mais aussi pour les habitants du village. Tout adapté, bien sûr, accessible. Et comme on disait, tourner vers le village. Donc ça, c'est la rue principale. Là, on ne voit pas sur les photos, mais vous avez l'épicerie qui est à 50 mètres, la pharmacie, la maison médicale au rond-point. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment que même si on est en milieu rural, on puisse implanter cette maison dans un lieu où les personnes âgées pourront se déplacer vers les services essentiels le plus rapidement possible, ou en tout cas sans contrainte de mobilité. La démarche participative, c'est au cœur de notre sujet. C'est comme vous voyez sur les photos, à gauche, c'est tout notre comité de pilotage. Donc, dans le comité de pilotage, on a des élus qui ne sont plus élus maintenant, mais qui sont encore dans le comité de pilotage. On a des habitants voisins. On a le voisin direct de la maison qui a souhaité intégrer le comité de pilotage. On a des représentants d'associations du village, donc ils sont là depuis le début. Et puis d'autres qui sont arrivés en cours de route intéressés par le projet. La photo que vous avez au centre, c'est ce qu'on appelle les journées futurs habitants. Donc, nos futurs habitants, certains sont déjà dans le projet depuis plus d'1 an. Ils ont intégré progressivement et bien sûr, ils sont associés à toutes les prises de décision d'aménagement des lieux pour bien sûr pouvoir faire en sorte que ça leur ressemble aussi et que eux puissent donner leur point de vue sur cette façon de vivre qu'ils auront dès qu'ils intégreront la maison. Et puis à droite, c'est une des toutes les réunions publiques qu'on a pu faire
le plaisir d'échanger avec un maximum de partenaires locaux, que ce soit les entreprises du territoire, que ce soit des élus, que ce soit des habitants, des associations, des partenaires sociaux. Voilà, il y a eu beaucoup de rencontres pour aboutir à ce projet. Est-ce que je m'étais noté des petites choses en plus? Non, je crois que voilà, j'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des petites questions pour après, voilà, mettre de côté. Là, il y en a une, peut-être que tu peux y répondre. C'est une question sur comment ce type de projet se démarque-t-il d'une résidence autonomie? Alors là, on est clairement sur déjà un projet avec beaucoup moins d'habitants. Là, vous êtes sur 6 appartements. Et puis, la réflexion est tout autre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout tenu avec des propositions médico-sociales. Nous, on ne propose pas d'animation telle qu'on peut l'imaginer. Ce ne sont pas des animations, ce sont les habitants qui souhaitent faire des choses sur leur vie, dans leur vie au quotidien. On va les aider à mettre en place ces temps proposés, mais aussi les partenaires locaux. Mais on n'a pas un programme d'animation avec des temps de rencontre. Certaines résidences autonomie, par exemple, il y a même un repas en commun. Nous, alors, pas du tout. L'idée, c'est que s'ils souhaitent ensemble prendre un petit café dans la salle commune, préparer un goûter, voilà, ils font ce qu'ils souhaitent, mais en tout cas, il n'y a aucune obligation dans ce lieu de vie. Peut-être que Florence, tu peux compléter, parce que ça, c'est aussi une réflexion que vous avez. Oui, je vois qu'il y a des questions, il y a plein de questions pratiques après derrière, donc peut-être on va traiter les questions pratiques après. Et je vais revenir un peu sur le concept aussi. Sur la résidence autonomie, oui, c'est des modèles qui n'ont en commun qu'effectivement le type de disposition éventuellement, et encore la plupart du temps, il y a quand même beaucoup de résidences autonomie qui ont des espaces partagés, même un petit peu extérieurs à des T2. Là, on est vraiment sur une logique qui est différente. On n'est pas sur des gens qui cherchent d'abord un logement et ensuite un projet. On est vraiment sur des gens qui vont d'abord chercher un projet, ensuite un logement, et souvent ça se voit sur les locaux. Et effectivement, la taille n'a rien à voir, hein. Les résidences autonomie les plus petites, en tout cas sur notre territoire, elles font 30 logements. Là, on est sur des logements pour vous entre 4 et 6, et pour nous entre 8 et 9. Donc c'est vraiment des unités familiales avec des gens qui décident de tout de A à Z. Il y a assez peu d'éléments de comparaison. Oui, non, vas-y, si tu continues. Tu as fini, du coup ? Est-ce que les modalités de financement, juste c'est qui porte projet immobilier, je sais qu'on n'a pas forcément le même fonctionnement avec Habitat des possibles sur la maîtrise d'ouvrage, donc je vais répondre pour Habitage. Donc Habitage a la maîtrise d'ouvrage sur le projet dans sa globalité. On achète les biens. Donc vous avez vu le bâtiment, hein, c'est une ruine. Donc on achète à un prix modéré ce type de bien. Et ensuite, on a un montage financier qui est très hybride, c'est-à-dire qu'on va rechercher des financements dans toutes les structures qui peuvent nous aider, c'est-à-dire qu'on va faire des appels à projets, on va répondre à des appels à projets pour les fondations, on va monter des dossiers pour les caisses de retraite, auprès des caisses de retraite. Bien sûr qu'on a des subventions publiques, si vous voulez, quand on vient sur le territoire, il y a un engagement aussi de la commune qui accueille ce projet, mais qui en fait est aussi demandeur de ce projet. Donc sur Ombré d'Anjou a participé à l'ingénierie du projet avec une subvention, mais aussi la communauté de communes s'est engagée financièrement avec des subventions. Et puis, on va avoir des donateurs privés. Donc, c'est un projet très hybride. Là, celui-ci, je ne cache pas qu'il c'est un projet à 1,3 million. 25 financeurs différents. Donc, il y a énormément de travail de recherche de financement, mais c'est un choix d'habitage, c'est-à-dire de porter du début jusqu'à la fin, jusqu'au locatif. Et puis, je n'ai pas dit on fait un prêt, mais l'objectif de ce prêt, c'est qu'il soit absorbé juste par les loyers. Et comme on disait, on est dans le logement social. Et donc, nous, les loyers sont au maximum de 400 €. Donc, du coup, il faut que ce prêt soit le minimum possible pour pouvoir assurer ces loyers. Peut-être que du coup, Florence… Quelques compléments. Oui. Alors, pour ce qui concerne Habitat des possibles, donc, et ça répondra un peu aussi à certaines des questions, la logique de démarrage, elle est vraiment citoyenne. Donc, en fait, au tout démarrage, quand l'association se crée, le point de départ, c'est d'aller écouter sur les territoires. Donc, on fait appel à des élus, mais aussi à plein d'autres acteurs, ce que les retraités peuvent souhaiter. Ce qui ressort très immédiatement, c'est qu'ils souhaitent avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir à la fois des espaces privatifs
sur lequel ils vont pouvoir être en toute indépendance et en toute autonomie, donc des logements qui soient indépendants, qui incluent une kitchenette, qui incluent une salle d'eau, et sur lequel je peux entièrement me replier, si je souhaite me replier. Et en même temps, l'argent du beurre, c'est des espaces partagés où effectivement, il peut y avoir beaucoup de convivialité, beaucoup d'entraide et on voit des choses super, mais qui sont aussi des espaces de frottement avec les autres. Et donc, il y a vraiment cette volonté de travailler sur les deux espaces. L'autre élément qui est important dans le fait que ce soit une démarche citoyenne, c'est qu'en fait, on vient pas décréter qu'il y a une envie d'habitat partagé sur un territoire. Donc, la démarche qui est la nôtre, elle est systématiquement de faire une étude d'opportunité qui soit entièrement participative. On récolte assez peu de données froides sur la phase initiale et on va vraiment travailler avec les élus, les acteurs ressources et les retraités du territoire pour voir si, au-delà de la vision des élus et au-delà de l'envie des élus d'avoir un projet comme ça sur le territoire, il y a vraiment du répondant. Et parfois, il n'y a pas de répondant. Parfois, on a des élus qui sont persuadés que madame un tel et monsieur machin, ce serait parfait pour eux. Et en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Mais par contre, il y en a d'autres que ça intéresse. Et parfois, c'est une commune voisine qui récupère le projet. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est que l'habitat partagé, c'est une démarche qui correspond à certaines cultures de territoire et qui ne correspond pas à d'autres. Donc ça, c'est vraiment le premier temps. Ensuite, dans la manière dont on fonctionne pour Habitat des possibles, c'est qu'on va travailler en phase d'opportunité directement avec les habitants, d'abord sur la conception architecturale, donc on va mener entre 5 et 7 ateliers de conception architecturale simplement pour faire le cahier des charges. Ce cahier des charges, il va évidemment être la base de travail indispensable de l'architecte dans un second temps, puis en plus l'archi reviendra derrière présenter ses plans aux habitants. Et ensuite, on travaille sur la dimension sociale pour que du coup, on ait un groupe qui se constitue au fur et à mesure. Ça a l'air de rien. Bon, d'abord, c'est du temps, mais c'est surtout la clé de la qualité des projets selon nous. D'abord parce qu'on ne va pas ressortir sur les mêmes cahiers des charges d'un territoire à l'autre. On aura toujours des espaces partagés et des espaces privatifs indépendants, mais il y a des territoires sur lesquels on va avoir 220 mètres carrés partagés quand même, hein, pour des studios de à peu près 28 mètres carrés sur notre premier projet. À l'extrême inverse, on a un projet sur lequel il y a 60 mètres carrés partagés, des T2 prévus à 42. Et puis même à l'intérieur de ça, le curseur il va bouger sur la disposition des pièces, sur le climat des pièces. Est-ce qu'on fait un salon qui est à côté, qui est petit, qui est cocon, ou est-ce qu'on a un salon qui est en alignement et ouvert sur le séjour et la cuisine? Voilà. Et tous ces éléments-là, en général, on va retrouver des éléments de la culture territoriale, mais on ne peut pas deviner avant. Et ça permet d'abord d'avoir un bâti à l'arrivée qui correspond vraiment à ce que les gens attendent, et d'autre part, de commencer à constituer une dynamique de groupe. La particularité de tout ça, c'est qu'à l'arrivée, vous avez des gens qui vont être en capacité de se coopter, que déjà, quand on ouvre la maison, ça fait 6 mois qu'on sait qui va habiter 2 ans, au moins. Certains, ça fait 5 ans, il y en a qui suivent le projet depuis le début. Et du coup, on va avoir des projets qui sont vraiment costauds et qui correspondent vraiment à ce qui est attendu, contrairement à des projets où vous pourriez avoir, il y en a plein sur tous les territoires, hein, des machins qui ouvrent vite fait, mal fait, et qui mettent des mois à se remplir ou qui ne se remplissent pas, ou qui ne se remplissent pas avec les personnes présupposées, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont venir de manière contrainte. Voilà, donc nous, ça fait vraiment partie de notre manière de fonctionner. On va monter aussi, du coup, les plans juridiques et financiers sur mesure selon les territoires, de la même manière. Donc, effectivement, on a 3 projets sur nos 5 qui sont des projets en maîtrise d'ouvrage communal, c'est-à-dire que ce sont les communes qui portent les opérations elles-mêmes, les prêts, pour qui on va chercher des subventions d'investissement importantes. Et puis nous, on s'occupe de toute la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, d'usage, et bien sûr tout ce qui est le cœur du projet, c'est-à-dire la facilitation sociale. On a aussi un projet qu'on porte en direct avec la coopérative Habitat des possibles sur une petite ville de demain, qui est Castillon-la-Bataille. Et puis, on a un 5e projet qui est porté par un bailleur social. Donc là aussi, c'est du sur-mesure et on va s'adapter en fonction des ressources qu'on va avoir sur le territoire. Après, ce qu'il faut peut-être avoir en tête quand même, parce qu'il y a quand même plusieurs techniciens élus parmi vous, c'est que pour que ces projets puissent se monter vraiment dans le respect de la dynamique citoyenne, il faut qu'on ait des élus qui ont envie de faire ça. Et ce n'est pas forcément toujours une évidence. Les 5 communes sur lesquelles on travaille aujourd'hui sont des gens qui sont extrêmement motivés, extrêmement respectueux de la dynamique citoyenne, et avec qui on a une logique de partenariat qui est véritablement horizontale. On est régulièrement appelé, j'imagine que c'est le cas d'Habitage aussi, par des acteurs qui nous disent quel est votre concept, quelle est votre offre de service, quelle est votre proposition. En fait, on n'en a pas.
soit effectivement on a des affinités communes, on a une culture commune et on a envie de travailler de manière horizontale, soit en général on réoriente vers un acteur qui est en capacité de, voilà, de proposer une offre, mais qui va du coup moins la construire voilà, dans le dialogue et dans le sur-mesure avec le territoire. Ça, c'est un élément important. Et après, évidemment, dans la question du choix mutuel entre une commune et Habitat des possibles, il y a évidemment celle d'identifier nos complémentarités en termes de réseau, en termes de compétences, et puis la capacité de chacun des acteurs à partager le risque financier, puisque évidemment, l'un des enjeux aussi, c'est qu'on ne fasse pas que rêver, qu'on passe bien au concret. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on a une maison ouverte, l'Estiac-sur-Garonne, qui est un petit village de 500 habitants depuis 1 an et quart. On a un projet Petite Ville de demain dont le chantier doit démarrer sous peu. Et après, on a 3 autres projets qui sont à peu près aux mêmes phases, dont une Petite Ville de demain à Montflanquin que vous devez connaître, et 2 communes moyennes autour de 1200 habitants, 1300 habitants en Gironde et en Lot-et-Garonne. Merci. On a eu quelques questions, notamment sur le montage juridique, mais je pense que ça a été plutôt bien répondu en direct. Donc, après, la personne qui a posé la question, Quentin, n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, à poser une question complémentaire. Et puis, d'autres questions plutôt sur les habitants dans vos projets et avec des questions sur leur profil plutôt. Mais ça, on gardera peut-être pour après. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, Florence, par rapport à ce que vous avez présenté sur l'ancrage local de vos projets, toute la démarche de co-construction et le soin apporté à justement répondre à une vraie demande, un vrai besoin social sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les autres activités complémentaires que vous avez développées sur vos territoires, des ateliers, des partenariats avec des acteurs locaux, parce que ce soit du côté d'Habitage ou d'Habitat des possibles, vous avez enrichi, on va dire, vos activités par rapport à ça. Ça permet de répondre aussi, je vois quelques questions quand même sur les personnes propriétaires, dépendantes, tout ça. Donc, tout ça est un peu lié. Nous, et vous aussi, Habitage, on est sur du format locatif. Et après, il y avait une autre question qui était la question de la dépendance. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, et c'est pas évident, c'est vraiment que c'est du domicile. Donc, si c'est du domicile, la personne, elle va vieillir à domicile avec les recours qui existent sur son domicile. La simplification que apporte le fait de vivre en habitat partagé, c'est qu'en fait, c'est accompagné. Et donc, du coup, on connaît, nous, par cœur, tous les acteurs du territoire qui peuvent venir soutenir une éventuelle dépendance qui survient dans le vieillissement d'une personne. Et donc, on va faire une mise en relation. Moi, j'ai un très bon exemple, mais il serait trop loin à développer ici. Mais effectivement, on ne va pas nous prendre en charge, on ne va pas les mettre à la porte, mais on va pouvoir mobiliser des ressources au premier signe, en fait, ou même en préventif pour éviter qu'il y ait un départ qui se fasse dans la difficulté. Pour autant, c'est du domicile. Donc, une personne qui va ne plus être en capacité d'assumer un domicile individuel, en général, elle n'est plus en capacité non plus d'assumer un domicile partagé. Simplement, ça ne va pas se faire dans la solitude familiale, voilà, ou dans toutes les difficultés que ça peut générer quand on est face à face avec son proche qui vit cette difficulté-là et qui renvoie ça en termes de systémique familiale, plein d'autres personnes dans sa famille. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est important et qui est très lié à la question de Floriane, donc j'y arrive. On a effectivement développé une activité connexe qui n'est pas portée par Habitat des possibles, qui est portée par l'ASSO Territoire des possibles, qui sont des cycles de sensibilisation pour les retraités et qui ont vocation à simplement leur proposer un espace-temps de réflexion sur leur vieillissement, sur leur avancée en âge et leur lieu de vie. Pourquoi? Mais là aussi pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de se projeter un petit peu, et c'est vrai à tous les âges, sur ce qu'on souhaite vivre au fil du temps, il ne se passe rien. En général, il se passe des choses, mais l'information est disparate. Et on a tout un tas d'ateliers qui sont sortis au fil des années sur le bien vieillir, le bien manger, le bien bouger, le bien tout ce que vous voulez. Mais il y avait assez peu d'offres sur notre territoire, ou pas d'offres sur le territoire, sur toute la réflexion en fait que ça vient toucher et qui peut être assez
assez sensibles, assez individuelles, assez liées à l'identité. Et donc aujourd'hui, on fait des cycles de sensibilisation. Alors je laisserai Habitage présenter leur façon de faire. On n'a pas exactement pris la même approche, mais nous, on travaille sur 4 ateliers et essentiellement on a 2 ciné-découvertes et on a 2 ateliers individuels. Individuels, collectifs, mais en petits groupes, qui ont vocation à permettre ce cheminement et cette réflexion sur qu'est-ce que ça vient toucher et qui, voilà, est une façon de faciliter aussi le libre choix des personnes et d'éviter que ce soit contraint, soit après coup, soit directement fait par les familles qui poussent leurs proches à tout prix à prendre une décision, hein. Je suis la première à le faire d'ailleurs. Et effectivement qui se déploie sur des territoires où nous n'avons pas d'habitat partagé. Donc ça n'a vraiment, c'est pas une antichambre à l'habitat partagé, c'est simplement un espace de réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Voilà. Et donc nous, on déploie ça en Gironde, en Dordogne, en Lot-et-Garonne et dans les Landes, donc 4 départements, exclusivement dans des territoires ruraux, et c'est gratuit pour les retraités et financé essentiellement par les caisses des retraites et les confidences des financeurs. Donc voilà. Et puis après, je ne développe pas nos autres activités. On peut faire ponctuellement du conseil ou de l'ingénierie, mais c'est pas. Enfin, c'est à discuter individuellement, mais on ne le déploie pas de manière massive. Donc, du coup, si moi je parle des actions d'habitage, effectivement, mais je pense qu'en fait, le constat a été le même à Habitat des Possibles, c'est que nous, quand la maison a ouvert, alors on a été ultra sollicités pour venir visiter la maison, un peu comme un lieu touristique, on fait oula, attention, mais il y avait des gens en fait qui étaient juste curieux de se dire, mais en fait, on ne savait pas que c'était possible d'avoir une alternative à l'EHPAD. Et on avait des gens qui disaient, moi, je trouve ça super, mais où est et quand on nous propose de réfléchir sur notre habitat? Parce que finalement, c'est pas, on voit une annonce, tiens, ça a l'air sympa et on y va. C'est beaucoup plus long. C'est une démarche extrêmement longue, extrêmement intime de réfléchir à son habitat. Et en fait, effectivement, est né, nous, sur Habitage en 2018, un atelier qui s'appelle Avancer en âge et penser son habitat de demain. Ce sont des ateliers de 3 jours. On en propose une dizaine par an en Maine-et-Loire. Ce sont des ateliers en collectif parce que c'est hyper important de partager et de pouvoir vivre à plusieurs cette expérience. Et l'idée, c'est ces personnes, pendant 3 jours, on les accompagne. L'objectif, c'est que ce ne soit pas descendant. On ne leur dit pas, voilà, il existe ça comme type d'habitat, ça n'apporterait rien. Mais plutôt de les écouter. Et on a plein d'outils pédagogiques qui permettent de les faire évoluer dans leur réflexion sur tout leur passé résidentiel, savoir si là où ils habitent, comment ils appréhendent leur lieu de vie dans l'avenir, et puis aussi les rassurer, de leur dire que attention, l'EHPAD, c'est pas pour tout le monde, attention, on n'est pas obligé de déménager dans sa vie, il existe aussi le moyen d'adapter les maisons. Enfin, en fait, c'est vraiment un temps de partage qui est très important, qui n'aboutit pas au bout de 3 jours, c'est bon, je sais où je vais aller, qui aboutit surtout au bout de 3 jours, on rentre à la maison, ça y est, j'ai quelques billes, j'ai des contacts, j'ai visité des lieux, parce qu'on tâche beaucoup d'importance à visiter des endroits, mais c'est eux qui choisissent les endroits qu'ils veulent visiter. On co-construit les ateliers. Et l'idée, c'est que au moins, ils peuvent après, ça peut déclencher peut-être des discussions en famille, ça peut peut-être déclencher des discussions avec le médecin, ça peut peut-être déclencher des prises d'initiative, mais qui seront peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc voilà, donc on sent qu'il y a un réel intérêt de ces ateliers et ça permet aussi de nous dire, nous de voir et de faire évoluer aussi nos projets, que l'habitat partagé, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, l'habitat partagé, et on en est conscient, c'est, comme disait très bien Florence, il y a aussi une culture de tout ça et il y a des personnes qui voilà, au regard de tout ce qu'on leur propose, se disent, ah, moi je serais plus à l'aise avec tel type de projet ou tel type de projet. Donc c'est le choix qui est au cœur de tout ça. Et c'est la liberté et c'est le choix par la personne et non pas par son entourage, avec ses lunettes et sa propre vision des choses. Donc effectivement, ça fait 5 ans qu'on fait ces ateliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à faire des rencontres, des rendez-vous avec des personnes qu'on a déjà vues il y a 1 an ou 2 ans. On essaie de retrouver ces petits groupes de personnes et de recréer des rendez-vous pour voir où ils en sont. Donc voilà, et Habitage lance cette année une démarche d'évaluation d'impact autour de tous ces ateliers pour voir aussi où en sont ces personnes. Donc voilà, sur ces ateliers. On viendra juste après parce qu'il y a pas mal de questions aussi sur le périmètre de vos activités, sur vos territoires. Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous agissez ailleurs? Donc, je sais que du côté d'Habitage, vous avez
développer un nouveau dispositif de transmission de savoir-faire. Florence a aussi un petit peu parlé de ce que vous faites. Mais avant, peut-être terminer sur les questions autour du turnover. Je vois plusieurs questions autour de la vacance de logement, comment c'est anticipé. Et ça peut aussi relier à une autre question sur le montant des loyers par rapport à votre réalité économique. Avec une question, et si un appartement se libère, est-ce que vous avez des difficultés à l'investir à nouveau? Alors, je vais répondre partiellement et je vais te laisser compléter, mais on n'a pas eu de départ encore. Alors, mais on voit un petit peu comment ça se profile. Très rapidement sur la question des loyers, nous, on a 3 plafonds de loyer et 3 types de loyers en fonction des revenus. Et donc, ça fait des logements qui sont hors charge, entre 200 et 450 € par personne. Les charges, évidemment, c'est assez fluctuant, mais on est aujourd'hui autour de 110 € par mois, ce qui est pas énorme. Mais bon, évidemment, ça, c'est fluctuant selon la façon dont les gens consomment et puis selon les choix énergétiques qui ont été faits au démarrage. Il n'y a pas de magie, par contre, il faut se le dire tout de suite. Pour sortir des loyers pareils, enfin, Cécile l'a bien dit déjà, il faut qu'il y ait des subventions d'investissement conséquents. Sinon, il n'y a pas 36 solutions. On fait des bâtis tout pourris et qui sont soit pas suffisamment spacieux, soit pas suffisamment qualitatifs au plan énergétique, soit pas qualitatifs au plan ergonomique. Enfin, voilà. Il n'y a, à notre avis, pas de possibilité de travailler sur du logement pas satisfaisant. Donc, nous, on travaille sur des très hauts niveaux qualitatifs. C'est de toute façon très coûteux parce que les prix des matières premières et du contexte BTP, enfin, c'est pas vrai sur tous les territoires, mais c'est quand même assez vrai partout, est élevé. Donc, on sort sur des projets, en effet, nous, qui tournent entre 1,2 million et 1,5 million. On n'est pas très loin des projets d'habitage non plus. Donc, il n'y a pas de magie. Pour sortir des loyers bas, il faut qu'on ait des partenaires qui fassent la péréquation au démarrage du projet, c'est-à-dire en aide à l'investissement. Donc oui, effectivement, il y a un travail de levée de fonds qui est très important. L'État s'est un peu mobilisé pour identifier quelques financements. Ils ne sont pas du tout suffisants par rapport à la proposition qui nous est faite de développer davantage de projets. Et après, on a beaucoup de soutien des caisses de retraite, là aussi inégaux selon les territoires. Et je ne voudrais pas heurter les porteurs de projets qui ont du mal à effectivement rassembler le tour de table aujourd'hui. On peut avoir des fondations, on peut avoir des fonds de dotation, on peut avoir des entrepreneurs individuels. Et effectivement, il y a une très grande complexité puisque sortir des projets qui soient coûteux en termes de loyer, ça ne sert à rien. Donc, si on peut faire passer un message, nous, on vous invite vraiment à ne pas vous lancer dans des projets si vous êtes certain de sortir des loyers à 600 ou à 700 €, parce que vous n'aurez que des gens qui sont dans des situations contraintes. Voilà. Et donc, effectivement, ça renvoie la question à la communauté de financeurs qui peuvent venir intervenir sur ces projets-là. Et nous, on a aussi un très beau soutien, en général, des collectivités locales de nos territoires. Je pense au département ou à la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Sur la question du turnover, il y a 2 sujets à la fois. C'est-à-dire, il y a un premier sujet qui est toujours en lien, vous voyez que j'insiste beaucoup sur la question contrainte-désir. Si on s'en tient à la contrainte, c'est très facile de remplir ces logements-là. Enfin, on peut toujours se dire le nombre de gens qui cherchent des loyers pas chers et joli, enfin sur du beau bâti sur nos territoires, c'est énorme. En fait, il n'y a pas d'inquiétude à partir du moment où on fait du qualitatif à re-remplir. Après, c'est pas le fond. Le fond, c'est est-ce qu'on a des gens qui ont vraiment envie de rentrer dans la dynamique de groupe. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, et ça va éclairer peut-être la décision de certains élus sur l'importance de lâcher prise sur certains éléments de contrôle, c'est que la base aussi, c'est que il puisse y avoir un avis important du collectif d'habitants, en tout cas pour nous, Habitat des Possibles, sur un nouveau locataire. Évidemment, on ne peut pas les laisser refuser 18 personnes, mais à l'inverse, on ne peut pas non plus leur imposer quelqu'un. Si vous devez partager des espaces de la vie quotidienne, vous serez bien content de pouvoir donner votre avis. Donc ça, c'est un élément qui s'impose. Et donc, il faut qu'on ait à la fois des candidats qui ont envie de vivre dans la vie partagée, et puis à la fois que ça corresponde à la dynamique de groupe, parce que tous les groupes n'ont pas la même ambiance. Et nous, on voit bien sur les 5 groupes qu'on accompagne, ceux qui habitent dans la maison, et puis les 4 qui sont en chemin depuis quelques mois, quelques années. Voilà, les dynamiques sont différentes, et donc il faut que ça colle. Donc voilà, le turnover, ça implique qu'il y ait un temps de vacances locatif pour être très concrète, c'est-à-dire que quand il y a un départ, effectivement, faut laisser le temps au groupe de faire le deuil, parce que ce soit un départ dans la joie et la bonne humeur, parce que, je ne sais pas, il y a
une vie de couple, un joli projet qui s'est mis en place, ou que ce soit lié à une situation de dépendance ou à un décès, dans tous les cas, il y a un temps de vacances locatives à prévoir. Et après, il y a un temps d'acculturation, de découverte mutuelle, de décision, de déménagement, voilà, qui fait que nous, on prévoit 6 mois, en tous les cas, dans nos modèles économiques entre un départ et une arrivée. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais en vrai, on n'en a jamais vécu. Ce qui veut dire aussi, cela dit, qu'on n'a pas eu de départ massif. On a notre première maison avec 9 locataires pour 8 logements, voilà, qui ont appris à se connaître et qui n'ont pas déserté rapidement en étant dans la maison. C'est aussi un élément qui permet de préciser qu'on est sur des gens qui cherchent un projet durable. On n'est pas sur de la consommation, parcours résidentiel ou je ne sais quoi. On est vraiment sur des gens qui cherchent un projet et une fois qu'ils sont bien dans la maison, ils n'ont pas tellement de raison de partir. Donc après, on est plutôt sur le contraint. Et ça renvoie aussi à l'animation qu'il va y avoir, la connaissance et au rayonnement de la maison sur un territoire donné. Donc en étant, nous, en relation avec beaucoup d'acteurs de territoire, bon, voilà, on a tellement d'inquiétudes pour identifier des candidats. Et après, c'est aussi la responsabilité des habitants qui sont dans la maison de faire connaître leur projet, hein. Nous, on a 4 locataires qui se connaissaient avant, qu'ils étaient en rando ensemble. Ouais, je parle beaucoup. Je peux compléter parce que c'est vrai qu'on a l'histoire de la première maison Habitage qui a ouvert, j'ai dit 50 tout à l'heure, mais non, je crois qu'on est arrivé à 6 maintenant, où là, nous, on a eu des décès. Donc voilà, c'est des moments tristes. Après, nous, on est quand même contents. C'est des personnes qui avaient la volonté que ça soit leur dernier lieu d'habitation. Ces personnes âgées, on avait une personne qui était malade. La famille nous a remerciés parce qu'elle s'est sentie accompagnée aussi dans cette fin de vie. Effectivement, on ne fait pas un turnover comme on fait une location classique. On a, de notre côté, associé effectivement les habitants après ce deuil qui n'est pas fait, mais qui dans le choix de la nouvelle personne, et c'était très intéressant de voir comment eux aussi reprenaient l'ADN d'Habitage, c'est-à-dire que est-ce qu'on est là pour se faire un nouveau copain? Non. Et Habitage est là aussi pour permettre à des personnes en précarité d'intégrer ce type de lieu. C'est quand même un de nos fondamentaux. Et donc, avec eux, en fait, on a revu cette grille aussi de pourquoi, qui et les raisons de l'arrivée de ces personnes. Et c'était très enrichissant parce que ça a même fait évoluer le projet de vie sociale finalement pour l'arrivée de ces nouvelles personnes. Je reviens rapidement sur le loyer. Alors, nous, ce sont des loyers sociaux. On est conventionné. En plus, on est sur des logements aidés dans le cadre des aides de l'ANA. Donc, en fait, aujourd'hui, ce sont des loyers encadrés. Donc, on prend le nombre de mètres carrés. On a à peu près 40 mètres carrés, 40 à 45 mètres carrés par appartement. Voilà. On suit les règles, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait les loyers. Et comme ça, il n'y a pas à rediscuter ou à se questionner sur ces loyers. Voilà. Je vois juste dans les questions qu'il y a personne qui pose la question par rapport à assurer la pérennité du projet en cas de baisse de subvention. Je rappelle que nous, c'est des subventions à l'investissement sur le projet immobilier. C'est-à-dire que voilà, on part sur le projet il est financé, le prêt, les loyers remboursent le prêt et fini. Par contre, effectivement, ce que l'on a, nous, c'est après le financement de la coordinatrice du salaire. Et là, on est aidé dans le cadre des aides à la vie partagée. Donc ça, c'est aussi l'évolution des politiques qui nous ont permis, avec la loi Elan, de reconnaître l'existence de ces lieux et l'importance de ces lieux, mais surtout l'importance d'avoir une personne après qui puisse être encadrée. Et donc ça, le financement de ce salaire-là, ce n'est pas à la charge des locataires, mais bien une aide à part qui s'appelle l'aide à la vie partagée, distribuée par le département, aidée par la CNSA. Je vois que le temps tourne et comme on a commenté 5 minutes en retard, on finira peut-être 5 minutes en retard. Et du coup, est-ce que Cécile, tu peux présenter les dispositifs de transmission de savoir-faire que vous avez développés? Parce qu'il y a pas mal de questions sur d'autres accompagnateurs et puis ça peut être intéressant aussi pour voir. Alors, il faut savoir que je pense que Florence aura le même discours, on est ultra sollicité. C'est même hyper riche parce qu'on est super content. Très content que plein de porteurs de projets aient envie de mener des projets similaires. Et Habitage, depuis 1 an et demi, est dans une démarche pour se poser la question, mais comment s'aimer? Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce que l'on aime faire et ce que l'on sait faire, c'est sur notre territoire, parce qu'on maîtrise notre territoire. Le département de Maine-et-Loire, maintenant qu'on connaît comment ça fonctionne, quels sont nos partenaires, mais aussi tout le fonctionnement finalement, tout l'écosystème, si vous voulez, autour du montage de ce projet. Et finalement, le
le conseil d'administration, j'en ai pas parlé, mais on est 4 salariés, il y a 11 administrateurs très, très engagés. A pris la décision de se dire, mais pourquoi on ne partagerait pas tout simplement notre expérience? Donc, on n'est pas les sachants, on peut partager que ce que l'on sait. Et donc, du coup, finalement, on va juste transmettre toutes les étapes par lesquelles on est passé pour monter le premier projet, le deuxième projet qui est en cours et un troisième qui va commencer en travaux en fin d'année. Et donc, pendant 12 jours, on accueille des porteurs de projets de la France entière. On a commencé en 2023 avec une première session en début d'année. Il y en aura une autre en début d'année prochaine et en début 2025. On accueille 6 porteurs de projets pendant 12 jours dans l'année, donc en plusieurs sessions. On va leur transmettre ce que l'on sait faire avec nos valeurs à nous, c'est-à-dire on sait faire de la réhabilitation de patrimoine en milieu rural, en loyer modéré, pour personnes en précarité. Et donc voilà, l'idée d'une sorte d'essaimage, c'est de la transmission de savoir-faire. C'est complémentaire à APA, comme on parlait tout à l'heure, parce que du coup, l'idée, c'est que nous, ça va être vraiment la petite niche du milieu rural et des valeurs dont je vous ai parlé. APA va être plutôt sur des projets d'habitat inclusif peut-être plus larges. Et puis, ce dispositif de transmission de savoir-faire, on nous a demandé à un moment en disant ah ouais, mais pareil, vous ne pouvez pas venir faire des ateliers en Loire-Atlantique ou en Bretagne. Quel intérêt, quoi. Nous, en fait, il faut que ça soit fait par des gens qui connaissent leur propre territoire, connaissent les acteurs du territoire. Je n'ai pas dit tout à l'heure, en fait, ces ateliers-là, nous, on les mène sur des territoires différents en Maine-et-Loire, mais avec les CCAS, avec les CLIC, avec les communes. Enfin, voilà, ils connaissent les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Ben là, c'est pareil. L'idée, c'est qu'on puisse fournir toutes les billes pour que des futurs animateurs puissent mener ces ateliers partout en France. Donc voilà, ce sont la manière, le choix qu'a fait Habitage dans l'essaimmage de son savoir-faire. Donc j'ai mis le petit lien en bas, je vais le mettre dans la discussion aussi, qui est la page de notre site internet qui en parle. N'hésitez à revenir vers nous si vous avez des questions. Et on fait des visios régulièrement d'informations aussi pour permettre de discuter avec des porteurs de projets ou futurs animateurs. Merci. Puis le support sera aussi envoyé aux participants. Donc, vous retrouverez également le lien dans le document. Toute dernière question avant de conclure ce webinaire. Je vois la dernière question, c'est sur le financement de la phase d'accompagnement des habitants et des futurs habitants en phase de conception. Est-ce qu'elle est financée et par qui? Je crois que vous avez déjà un peu répondu, mais voilà. Oui, on y a répondu indirectement. En fait, ce qu'a dit Cécile, c'est que on va surtout financer au démarrage. On va financer en aide à la pierre. On va effectivement aller chercher aussi des outils d'aide à l'ingénierie pour diminuer les coûts. Voilà, qu'on va sinon refaire basculer dans le coût de l'opération au niveau global. Et effectivement, le qui, c'est toujours la même logique, c'est qu'on va travailler avec des acteurs qui sont en résonance avec ce qu'on fait. Donc, vous retrouverez sur nos sites internet respectifs les gens qui ont financé les projets existants. Après, c'est pas automatique, c'est-à-dire que tout ça est lié aussi à la culture relationnelle qu'on a mis en place sur chaque territoire et puis à la qualité de nos pratiques. Voilà, donc là-dessus, moi, je vous renverrai aussi bien volontiers pour ce qui concerne les porteurs de projets ou bien ceux qui accompagnent les porteurs de projets, encore une fois, vers le réseau APA. Cécile disait aussi les deux structures sont très sollicitées par des retours d'expérience, donc très souvent, on va réorienter aussi vers le réseau APA pour qu'il puisse y avoir voilà, une culture d'entraide et puis des partages d'expérience ou vers les parcours d'accompagnement. Je peux me permettre, juste Laurence, il y a un très bon MOOC sur le réseau APA, met à disposition un MOOC gratuitement qui vous donne pas mal de billes et c'est vrai que des fois, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de réponses aux questions qui sont apportées par ce petit outil. Ouais. Et qui est lié exactement à ça, c'est-à-dire qu'en fait, à force de répondre sans arrêt aux mêmes questions, on a fini par faire un MOOC, donc il y a 3 ou 4 modules en ligne, je ne sais jamais si c'est 3 ou 4, voilà, qui débroussaille un petit peu ces sujets-là, et après, il faut vraiment avoir en tête que c'est du sur-mesure. L'autre élément quand même pour ajouter sur cette question du retour d'expérience, c'est que, et là je vais vraiment parler au niveau du réseau APA, un petit coup Habitat des possibles quand même. Juste, nous, en tous les cas, on travaille parfois sur des retours d'expérience élus. Il faut simplement qu'on en ait suffisamment pour organiser une séance. Et après, par contre, pour les acteurs de l'accompagnement qui sont parmi nous, le réseau APA a aussi des modules qui peuvent permettre de comprendre un petit peu, de développer un petit peu ce qu'on a dit là. Les porteurs d'habitat partagé ne sont pas si simples à accompagner. C'est des projets qui sont beaucoup plus longs que beaucoup d'autres projets. Hein. On a du mal à sortir un habitat en moins de 5 ans. Hein. Donc, très souvent, on va dépasser les parcours d'incubation traditionnels. Et puis, ce n'est pas forcément évident, plusieurs incubateurs nous l'ont dit, de différencier justement un projet
en créé ESS authentiquement, qui va vraiment travailler de manière partenariale d'un projet qui se monte un peu vite et pas forcément voilà, de manière concertée. Donc, sachez que le réseau APA a aussi une vocation de ressource pour les acteurs d'accompagnement et permettre un petit peu voilà, de comprendre, on en a déjà parlé aussi avec la Lise, hein, bien sûr, mais voilà, pour vous permettre de vous acculturer un petit peu plus en finesse sur comment accompagner ces porteurs de projets-là et leur permettre de dépasser toutes les difficultés. Une partie des difficultés. Bah, écoutez, Cécile, Florence, on va s'arrêter sur ce joli mot de Florence, notamment sur cet ancrage local des projets et le soin qui est pris à justement favoriser la dimension collective pour des projets locaux qui ont du sens et qui mobilisent largement tous les acteurs des territoires. Donc, j'espère qu'à travers ces témoignages, moi, je trouve que ça a vraiment bien incarné la plus-value de l'économie sociale et solidaire dans le développement des territoires ruraux. Euh, Dans tous les cas, on vous envoie le support, vous aurez tous les liens vers les sites. Effectivement, n'hésitez pas à aller voir les MOOC du réseau APA et regardez également sur le site de la VIS toutes les ressources qui peuvent être utiles et à votre disposition, que ce soit les ressources dédiées aux petites villes de demain avec d'autres types de projets également présentés, mais plus largement tous les outils à disposition des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et des décideurs publics ou privés pour bien comprendre les leviers d'action qui sont à votre disposition. Voilà, on va conclure là-dessus si ça vous va. Encore merci beaucoup pour vos témoignages riches. Merci pour la participation des participants. En quittant le webinaire, vous aurez un petit sondage automatique, il me semble. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a manqué. Ça nous aide toujours à améliorer nos contenus. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous.